Salut à tous la team, c'est Hunter404 et si vous voyez cette vidéo, c'est que je m'apprête à être à jour de One Piece d'ici très peu de temps. Cette vidéo, elle va s'adresser à toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début de One Piece quand j'ai commencé sur Twitch, jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont suivi les lives, qui ont donné de la force. Et je voulais vraiment en fait faire un espèce de petit panorama du début à la fin, vous raconter un petit peu comment je l'ai vécu, toutes les choses que j'ai pas forcément dit, des choses que j'ai vécues on va dire plus intérieurement, mais que j'ai jamais vraiment dévoilées quand j'étais en live. Et donc du coup je vais essayer de faire ça bien, ça va être peut-être un petit peu bordélique, mais voilà, vous allez vraiment avoir ce que j'ai sur le cœur. Quand j'ai commencé One Piece sur Twitch, du coup, eh bien, il faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon frérot et streamer Doga, du coup, qui avait découvert ma chaîne sur Hunter x Hunter, avait découvert que je faisais des petits streams de temps en temps sur Hunter x Hunter, et il s'est dit « Ah vas-y, il a l'air cool », on s'est entendu direct très bien, et il m'a motivé à me mettre à One Piece, et du coup, quand j'ai lancé mon premier live sur One Piece, c'est lui qui m'a raid, avec, je sais plus, peut-être 200 personnes, et ça a vraiment donné une lumière sur mon stream à ce moment-là, et je m'en suis jamais caché pour le coup. Clairement, il a lancé une vague de piraterie, entre guillemets, littéralement sur mon stream. T'es fort. Oh putain, et là il s'est rendu compte qu'il a bouffé le fruit. C'est ça. Les gars qui crachent comme ça, je suis mort. Du coup, forcément, je suis passé par l'arc Romance Down, enfin Baggy, etc. L'arc d'Usopp, enfin toute la saga, on va dire, East Blue. Mais véritablement, le moment où il s'est passé quelque chose pour moi, parce que j'aimais beaucoup les premiers arcs de One Piece, mais là où vraiment il s'est produit quelque chose, les plus vieux de la chaîne s'en souviendront, c'est pendant l'arc Baratier. À savoir quand j'ai découvert le personnage de Sanji, et en particulier quand j'ai découvert le personnage de Zeph, qui est devenu un petit peu mon chouchou, en particulier le flashback. Parce que, je sais pas, ça a déclenché quelque chose. Je saurais pas expliquer quoi, mais je pense que c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris la vraie essence de One Piece. C'est là où j'ai compris, en fait, cette espèce de mélange qui est plus ou moins subtil entre de l'aventure, de l'amitié, en même temps des thèmes assez sérieux, enfin des choses qu'on voit qui sont quand même des fois assez choquantes quoi. Enfin quand on repense au flashback de Zeph avec le fait qu'il ait mangé sa jambe pour littéralement laisser la nourriture à Sanji, enfin c'est quand même choquant. Et c'est là où je me suis dit ok il y a une substance, il y a un truc qui vraiment me parle en fait. Alors là, mais pour que vous réussissiez à me trouver un personnage que je préfère à Zeph, eh ben putain les gars, bon courage, hein. Je vous souhaite du courage à tous, hein. Donc tout naturellement, quand j'ai continué et que je suis parti directement sur Arlong Park, avec la scène incroyable, ou même Lockdown, je me suis dit, ok, là, Grand Line, ça va être du lourd. Vraiment, ça va être du lourd de fou. Et pour le coup, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point, quand je suis arrivé à Whiskey Peak, j'ai eu cette petite pique de déception, où je me suis dit, ok, bon, j'avoue, Whiskey Peak, moi, je m'attendais pas trop à ça. Genre Grand Line, je m'attendais à un truc de fou. Whiskey Peak, bon, ça pue un peu, quoi, on va pas se le cacher. Sauf qu'après, dès qu'on est rentré dans, on va dire, tout le délire Little Garden, je me suis dit, ah ouais, ok. Ok, là, on commence à parler, là, je commence, entre guillemets, à retrouver un peu le One Piece que je kiffais, on va dire, à Baratie Arlong Park. Et là, vraiment, pour le coup, quand je suis arrivé du côté de Drum, avec forcément le fameux flashback de Chopper, de Iluluk, la fameuse citation, c'est, je pense, peut-être le deuxième choc que j'ai eu de One Piece, à savoir vraiment ce truc que j'avais ressenti au Baratier, qui m'a profondément parlé à l'intérieur de moi-même en fait. Et ça me l'a refait vraiment à Drum où je me suis dit, c'est... Ouais, c'est un manga, mais il y a autre chose. Il y a un message, il y a quelque chose... Un message un peu insidieux en fait. Une chose que j'ai un peu vécu avec Berserk il y a quelques mois quand j'ai découvert, c'est que j'ai vraiment trouvé que c'est un manga qui te parle. C'est-à-dire qui te parle peut-être d'une façon différente à chacun, hein. Il y en a plein, ils vont vivre d'une façon particulière et d'autres également. Moi, ça m'a parlé en fait. Des phases comme j'ai eu dans le Baratier, des phases comme j'ai eu à Drum par exemple, ou même à Alabasta, c'est vraiment des phases, des choses qui m'ont parlé en fait de One Piece. Peut-être qui m'ont fait penser à des choses que j'ai pu vivre, voilà, qui étaient plus ou moins faciles. Mais en fait, c'est là où vraiment j'ai commencé à comprendre que One Piece, je pense que c'est un manga qui se vit de façon encore plus forte, intense et incroyable quand on a soi-même vécu des choses qui, justement, sont pas faciles. Et qu'on essaie d'oublier,
ou même des fois de camoufler, parce qu'on se sent mieux comme ça en essayant de plus y penser. Mais en fait, j'ai presque eu l'impression que One Piece, un peu comme pour Berserk, j'ai eu l'impression que c'était un manga qui parlait énormément aux personnes qui étaient seules. Et qui ont vécu des choses dures et qui ont jamais réussi à les extérioriser. C'est vraiment dans des moments comme ça où je me suis dit, après des streams, ah ouais, mais putain, c'était, ça m'a parlé d'une façon voilà, qui m'a touché, quoi. Qui m'a vraiment touché, en fait. En tout cas, c'est vraiment, je pense, à partir de Alabasta, et je pense aussi en particulier Jaya, que là, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans le bain de One Piece. De me dire, ok, là, vraiment, c'est Grand Line, mais c'est Grand Line avec un grand G, en fait. C'est vraiment à partir de la fin d'Alabasta et de Jaya où je me suis dit, One Piece commence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je veux dire, quand on découvre même le Gorosei, le gang des papis, du coup, quand on découvre Dofla, quand on découvre Kuma, et surtout quand on découvre Barbe Noire à Jaya, avec cette fameuse phrase, je sais pas, ça commence, c'est un mythe qui commence, c'est quelque chose. Et puis même cette vision qu'on a eue à Jaya entre les pirates qui pensaient comme Bellamy, ou les pirates qui pensaient comme Luffy ou Barbe Noire, on te montre directement une espèce de scission qu'il y a entre deux façons de penser complètement différentes, qui chacune peut avoir des bons et des mauvais côtés, forcément. Sauf que, en fait, on te fait comprendre que si tu vis sans avoir de rêve, en fait, tu vis pas vraiment. Et justement, l'arc qui a suivi, Skypiea, pour moi, c'est presque un arc de rêve, parce que c'est un arc surréaliste, c'est une île de fous, c'est un antagoniste incroyable. Pour moi, Skypiea, je pense que c'est l'arc qui m'a fait peut-être le plus rêver, on va dire. Celui où je me suis plus évadé, c'était vraiment comme une espèce d'arc un peu en dehors du temps, et je pense peut-être que c'est même à cause de ça que beaucoup de gens peuvent le considérer voilà, comme quelque chose qu'il faut pas forcément regarder. Au passage, Henrik 21, je t'embrasse. Et justement, après cette montée en puissance de Skypiea, on a eu le fameux Long Ring Longland, donc l'arc où tout le monde m'a dit « tu vas te faire chier », etc. Bon, personnellement, je l'avais trouvé assez rigolo. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec la fin de cet arc, c'est forcément l'introduction, plus ou moins, de ce qu'est un amiral et de ce que représente la force d'un amiral, qui est quand même extraordinaire, on va dire, avec Aokiji. Mais surtout, moi, ce que j'ai compris de ce moment-là, c'est que on te montre Aokiji qui défait littéralement tout l'équipage sans problème. Et pour moi, c'est le point de départ de Luffy qui va se dire « Ok, j'ai à ma charge un équipage, des personnes qui sont avec moi et qui comptent sur moi pour les protéger. Donc, je me dois de trouver des parades, de trouver des astuces, d'avoir des armes pour lutter contre des mecs comme lui, parce que je vais en croiser plein d'autres après, en fait. » Et en fait, c'est là où on comprend que c'est depuis cette déculottée qui s'est dit « Ok, il me faut quelque chose. » Et c'est pour ça qu'on a le Gear second après, et qu'on aura le Gear 5 beaucoup plus tard. C'est que, pour moi, tout part de là. C'est pour ça que je trouve ça dommage de jeter un peu cet arc comme ça au chien, entre guillemets. Mais bon, après cet arc-là, qui forcément ne plaît pas à tout le monde, pour moi, on est rentré dans le pré-ellipse, dans cette phase où je dirais que c'était vraiment une succession de prime ininterrompue, à savoir tout ce qui était Water 7 et Enies Lobby. Et forcément, les gens qui étaient présents à ce moment-là, parce que c'est là où vraiment le stream a commencé à prendre de l'ampleur, ils se rappelleront à quel point, pendant les lives, il y a eu quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. Parce qu'en fait, les gars, il faut savoir que, pour ceux qui se rappellent pas ou qui n'étaient pas là à l'époque, j'étais encore en mi-temps, donc je travaillais dans un lycée à ce moment-là, plus de 20 heures par semaine. Je m'occupais beaucoup encore de ma chaîne YouTube sur Hunter x Hunter, et à côté de ça, j'avais le stream qui commençait à me prendre quand même beaucoup de temps. C'est-à-dire que je streamais 3 fois du One Piece par semaine, et souvent 2 autres lives en plus. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que depuis ce rythme-là que j'avais pris, donc depuis mai 2023 quand j'ai commencé One Piece, en fait c'était une période où j'avais eu moins de boulot entre guillemets en tant que surveillant au lycée, il y avait eu les grandes vacances, donc je m'étais pas rendu compte du rythme que c'était. Et en fait, il faut savoir, c'est une chose que j'ai jamais forcément dit en stream, mais quand j'ai repris le travail du coup au lycée, et que j'ai fait la première semaine, au bout de la première semaine, je me suis dit c'est pas possible. C'est juste pas possible, je vais pas pouvoir tenir. Et à ce moment-là, j'étais allé voir mes 2 CPE et je leur ai dit, en fait, je vais devoir faire un choix. Parce que
là le stream commençait à exploser. Je me souviens qu'à ce moment-là, on était vers Agnès Lobby, on était en train de vivre un prime de fou. On était monté, je pense, en moyenne de viewers, je pense que je devais être à 250, à 350. Sur certains lives de Agnès Lobby, on était monté à 500 pour la première fois. Enfin, c'était la première fois que je vivais ça, c'était un truc de fou. Et forcément, vous vous en doutez, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je fais? Parce que à ce moment-là, je commençais à mieux gagner ma vie, on va dire, sur Twitch, mais je gagnais pas encore ce qui ressemblait plus ou moins à un salaire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'all-in tout sur le stream, sachant que j'ai aucune idée de si je vais m'en sortir après? Ou alors, voilà, est-ce que je joue le côté safe et que je m'arrête là? Sauf que je me suis dit, j'ai pas le droit de lâcher ça, j'ai pas le droit de tout arrêter et de laisser passer ma chance, parce que pour ceux qui savent pas, en fait, je fais du contenu sur Internet depuis beaucoup plus longtemps que les gens le pensent. C'est-à-dire que j'ai commencé ma chaîne Hunter x Hunter en début 2022, à faire des vidéos sur Hunter x Hunter, mais ce que les gens ignorent, c'est qu'en fait, je fais des vidéos sur YouTube depuis fin 2016. Donc en soi, je suis un très vieux créateur de contenu. Donc je sais ce que c'est que de galérer comme un chien à essayer d'avoir quelque chose qui marche sur Internet, et je sais ce que c'est que de jamais avoir sa chance, et de galérer pendant des années et de pas comprendre pourquoi ça marche pas, etc. Donc c'est là où vraiment je me suis dit, mais t'as une chance de fou à ce moment-là, il faut la saisir. Et j'ai eu du bol parce que mes deux CPE que j'embrasse du coup, même s'ils voulaient absolument me garder parce que ça se passait très bien, ils m'ont dit, bah là t'as une chance de fou. Et pourtant ils comprenaient pas bien YouTube et Twitch, hein. Mais ils m'ont dit, voilà, là ça a l'air d'être vraiment la chance de votre vie, il faut foncer, allez-y quoi. Et ils ont tout fait pour que ça marche, et vraiment je les remercierai jamais assez pour ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que après Agnès Lobby, donc forcément j'ai vécu Thriller Bark, un arc que j'ai pour le coup adoré. Même si on m'avait dit beaucoup de mal dessus, je l'ai vraiment adoré. Très humoristique, etc. Et derrière, après Thriller Bark, forcément, Sabaody. Après c'était l'arc avec Bo Hancock. Ensuite Impel Down, Marineford. Enfin c'était justement un prime ininterrompu qui au final a duré jusqu'à fin janvier, je dirais. Donc on va dire de octobre jusqu'à fin janvier. Et il faut savoir qu'en fait, toute cette période-là, le stream monte en puissance. C'est-à-dire que les stats faisaient que monter, monter, monter. Là où vraiment les stats du stream, j'ai senti une explosion, c'était les premiers streams que j'ai fait sur Sabaody. Où là, on commençait à taper des 700, 800 viewers, c'était des trucs de fou. Et forcément, vous vous en doutez, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, c'est là où j'ai commencé à avoir beaucoup de haters, beaucoup de gens qui me voulaient du mal, qui essayaient de me spoil en permanence, que ce soit sur le live, que ce soit dans mes MP, qui venaient sous mes tweets pour essayer de me spoil, etc. Ça a été une phase un peu compliquée parce que j'ai déjà été confronté à beaucoup de gens qui me détestent, pour X raisons. Alors, il faut faire avec, hein, malheureusement, c'est comme ça. Mais là, c'était vraiment un stade très énervé. Et évidemment, c'était pendant une période aussi où forcément le stream montait beaucoup, les stats montaient énormément, mais j'avais encore, on va dire, en termes de revenus sur Twitch, je crois pas qu'à ce moment-là, j'étais encore autour d'un salaire. Donc forcément, vu que j'avais plus le salaire du lycée à côté, je vivais exclusivement de YouTube et de Twitch à ce moment-là. Et ça a été des mois, du coup, assez compliqués parce que c'était un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que d'un côté, je vivais un prime de One Piece, c'était incroyable, le stream se développait énormément, etc. Donc il n'y avait que du positif. Mais à côté de ça, j'avais un hate watch de fou furieux, des gens qui littéralement me souhaitaient la mort, me menaçaient en MP. J'ai eu des mecs qui sont venus physiquement chez moi pour essayer de me créer des problèmes, etc. Et à côté de ça, forcément, j'arrivais pas encore à me dégager un salaire, on va dire, stable. Donc c'était une période quand même assez incertaine et je me suis jamais trop exprimé dessus. Mais heureusement que j'ai eu les bonnes personnes autour de moi qui m'ont quand même beaucoup aidé à ce moment-là, quoi. Et donc forcément, vous vous en doutez, au moment de Marineford, c'est là où il y a eu le plus de monde. On a dépassé les 1200 viewers. C'était une hype de fou. C'était vraiment, je pense que c'est encore l'un des plus gros primes que j'ai eu sur Twitch. Alors quand je dis prime, forcément, je parle en termes de stats évidemment, mais pour moi, ça c'est pas le plus important. C'est l'un des plus gros primes que j'ai vécu d'un point de vue émotion. D'un point de vue, oui, forcément, il y avait des gens qui venaient que pour hate, il y en avait qui venaient que pour l'occasion, etc. Mais il y avait quelque chose qui s'est dégagé à ce moment-là, de ces streams-là avec Marineford. Et c'est là, je crois, à ce moment-là, que je me suis dit, ok, je me sens bien, je me sens épanoui. Malgré tous les gens qui, des fois, allaient beaucoup trop loin, etc.
c'est vraiment là où je me suis dit, ok, je pense que je suis fait pour ça. Voilà, regardez-moi ça, c'est l'Armageddon, c'est la fin du monde. Barbe Blanche a invoqué les tsunamis. Oh là 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 là, le raz-de-marée. Je pense que Twitch, c'est le truc on va dire, qui m'épanouit le plus. Même au-delà de YouTube, je pense. Et j'ai envie de vous dire, c'est vraiment là où j'ai pris conscience de certaines choses. Et ça m'a fait, en soi, beaucoup de bien. Parce que, forcément, même si j'ai une trentaine d'années, ben, on cherche toujours à évoluer. Et on se cherche toujours un peu, en soi. C'est-à-dire que, bah, oui, bien sûr, quand on a 30 ans, en général, on change plus trop, on va dire, que ce soit, on va dire, physiquement ou mentalement, mais il y a des moments où on se cherche toujours un petit peu. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien, on va dire, cette remise en question à ce moment-là. Ensuite, toute la période, on va dire, où j'ai découvert l'île des hommes poissons, Punk Hazard, etc., ou même Dressrosa, c'était une période où forcément beaucoup moins de monde sont venus. On était, on va dire, jamais en dessous de 250-300, et en général entre 300 et 400. Mais c'est vrai qu'en fait, là, c'est la première fois que j'ai vécu quelque chose sur Twitch qui est pas très facile. C'est, bah, évidemment, t'as énormément de monde qui vient, t'as une hype de fou, et d'un seul coup, il y a beaucoup de gens qui partent. Et c'est vrai que, bah, j'en ai jamais trop parlé non plus de ça, mais effectivement, c'est un truc qui est pas évident à vivre. Et pourtant, on doit passer par ça. Parce qu'en fait, j'aime pas dire une carrière, mais si on veut vraiment rester longtemps sur Twitch, sur YouTube, etc., ce qui fait qu'on va y rester longtemps, c'est parce qu'on va vivre toutes ces choses-là, et ça, ce qui fait qu'on va rester sur la plateforme, c'est la façon dont on va gérer ça et rebondir de ça, en fait. Parce que ceux qui, justement, vont s'effacer, ne vont plus réapparaître, c'est ceux qui, quand ils ont vécu ces choses-là, ils n'ont pas réussi à les supporter. Et c'est vrai que, on dirait pas, mais quand vraiment les stats dégringolent, que y a forcément les gens se subbent moins, que on se remet en question, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, mais non, c'est juste des phases qui sont normales, qu'il faut accepter, et juste, bah, il faut continuer à tout donner. Et donc, j'ai beaucoup appris dans ces périodes-là. Dans toute cette période-là, j'ai beaucoup appris, voilà, sur moi-même, sur la remise en question, sur le fait que bah, c'est pas grave. Voilà, des fois, il faut accepter, il y a moins de stats, il y a moins de revenus, c'est plus compliqué, les mois, etc. Mais pour moi, c'est important parce que, comme m'avait dit Doga un jour, c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment sa communauté, on voit s'il y a vraiment une vraie base, en fait, qui suit derrière. Et justement, pour rebondir là-dessus, c'est en plein dans Dressrosa que j'ai lancé mon premier subathon. Et c'est là où, justement, j'ai pu me rendre compte que tout ce qu'avait pu me dire Doga, tous les conseils qu'il m'avait donnés par rapport à Twitch, et où il m'avait dit, voilà, un subathon, c'est une épreuve du feu. C'est-à-dire que c'est pendant un subathon qu'on va voir si vraiment il y a une vraie communauté qui est derrière toi, s'il y a vraiment des gens qui te soutiennent pour de vrai, s'ils viennent pour ta personne, pour toi, et pas que pour un contenu. Et les gars, j'étais à 100 km d'imaginer que j'allais vivre un subathon d'une ampleur, d'une folie pareille. Mais quoi? Mais attendez! Mais laissez-moi finir! Laissez-moi finir! Merci Arturus Rex pour le sub offert! Merci Nailrock pour le sub offert! Merci Yuki pour les 2 subs offerts! Merci Kelwanda pour les 5 subs offerts! J'ai plus de voix! J'ai plus de voix! Merci Païs19 pour le sub offert! J'ai plus de souffle. Je crois que ça va faire un stream ASMR. Je crois que ça va faire un stream ASMR, j'ai plus de souffle. On parle quand même d'un subathon d'un gars qui a eu littéralement 2300 subs, je crois. Mais c'était une folie. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais je m'attendais littéralement à faire peut-être 500 subs grand max pendant un subathon. Les gens ont pété les plombs. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte aussi que dans des concepts comme quand je faisais des concours de pompe, quand j'avais fait des dégustations de fruits, des dégustations des chips Bretz, etc., des tier lists, quand j'avais fait du Elden Ring, mais il y avait tout le temps 150-200 personnes. Et je me suis dit, c'est là où vraiment je me suis dit, ok, il y a un truc qui s'est créé, et ça m'a... Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a rassuré à ce moment-là. Je me suis dit, il y a une substance, il y a vraiment quelque chose... En fait, c'est là où je me suis dit que
ce truc de taverne que je vis en live, que j'essaie de faire vivre aux gens, ce truc un peu, voilà, de communauté, de taverne, de bon vivant, tu vois, il faut juste rire un peu comme Luffy. Ce truc-là, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, bah, moi, je le vis, mais j'étais pas le seul à le vivre. J'avais vraiment l'impression que toutes les personnes sur le live qui venaient en se battant, qui venaient pour soutenir, que ce soit pour regarder, pour offrir des subs, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils sont rentrés dans cette espèce d'état d'esprit un peu, quoi. Et je me suis dit, mais oui, j'ai vraiment l'impression que maintenant, il y a un truc, il y a une taverne, quoi. Littéralement, il y a la taverne 404. En tout cas, ce bâton, ça a été vraiment je pense parmi les... Ouais, parmi les plus beaux jours de ma vie que j'ai pu vivre. C'était une expérience qui était juste incroyable. Et derrière, après, je crois que j'étais parti directement sur Zoo. Donc, l'arc Zoo où j'ai vu, encore aujourd'hui, ma scène préférée. À savoir, forcément, pour ceux qui me connaissent, vous le savez bien, la fameuse scène où, justement, on se rend compte que les Mink avaient caché Raizo depuis le début et qu'ils n'ont jamais parlé. Ils l'ont protégé. Ils ont fait semblant depuis le début qu'ils ne connaissaient pas. Depuis le début. Depuis le début. Ils faisaient semblant de pas le connaître et de les haïr pour que ça soit plus crédible. Alors qu'en fait, ils le connaissent et ils l'apprécient. C'est genre... Ensuite, j'ai directement été sur Whole Cake Island, un arc voilà, qui pour le coup j'ai adoré parce que c'est là où vraiment on se rend compte que je trouve que Oda a vraiment commencé à, on va dire, alors pas faire de longs arcs, il y en a déjà eu des longs arcs, mais on commence à se dire, ok, là, il va plus en profondeur dans les personnages comme Sanji, dans certaines relations, dans comment le monde est dirigé, etc. Et j'ai trouvé que cet arc était génial parce que, en fait, tout simplement, Sanji, ça a été mon premier coup de cœur. Le baratier, ça a été littéralement ce qui m'a déclenché quelque chose dans One Piece. Et j'ai ressenti quelque chose de très particulier, du coup, quand j'étais sur Whole Cake par rapport à Sanji, par rapport à cette scène entre Luffy et Sanji qui m'a arraché le cœur. Et c'est pour ça, du coup, que vraiment, c'est un des arcs, je pense, qui m'a le plus rappelé de bons souvenirs, on va dire. Et enfin, forcément, j'ai vu la rêverie incroyable. C'était un arc, alors en très peu de chapitres, mais qui t'a littéralement cassé la tête, quoi. C'est là où vraiment on se rend compte de toutes les ficelles qui existent dans One Piece, de tout ce qui est tissé en secret. Et forcément, quand on est hypé au plus haut point, et que derrière on arrive sur le fameux arc de Wano, et là, que dire? Wano pour moi, c'est un arc qui représente la quintessence de One Piece. C'est-à-dire que j'aime bien le comparer à l'arc des fourmis chimères de Hunter x Hunter, parce que, en fait, au-delà du fait que... c'est pas que c'est des arcs qui se ressemblent, c'est que je trouve qu'il y a des patterns intéressants. C'est-à-dire que dans l'arc des fourmis chimères, c'est un arc long, c'est un arc qui met du temps à se mettre en place, qui est plus ou moins composé en deux parties, à savoir la partie avant que Meruem soit né, et la partie où la reine meurt et que Meruem devient roi. Donc il y a deux parties, et en fait Wano, c'est très long aussi, c'est en deux parties plus ou moins avec Wano et Onigashima. Et en fait, ce que j'aime énormément dans ces deux arcs, c'est que du coup, il y a une construction qui est mise en place depuis beaucoup plus longtemps qu'on le pense, souvent des arcs et des arcs avant, parce que pour Wano, on parle quand même d'une construction qui est mise en place depuis Punk Hazard, ça commence à remonter, quoi. Et en fait, toute cette construction, tous ces détails, tous ces trucs qu'on a vu à Dressrosa, Punk Hazard, etc., qui commencent à se tisser, à se mettre en place avec plein d'intrigues, je me suis dit, mais pour moi, cet arc de Wano, c'est vraiment cette réunion de tous ces fils qui ont été disséminés par-ci, par-là, etc., qui en fait se rejoignent pour former une seule et même corde. Et j'ai trouvé juste cet arc, mais d'une splendeur, mais magistrale. Ensuite, Egghead, difficile de le décrire, parce que c'est... En fait, quand je dis que c'est une forme de Marineford, c'est dans le sens des plot twists, dans le sens où en fait on pète son crâne. C'est un arc qui est pas forcément très long, mais c'est un arc en fait où il y a tellement de révélations, il y a tellement de plot twists, il y a tellement de choses qui...
En fait, je pense vraiment que Egghead, la seule chose qui m'a rebuté, c'est le thème. C'est-à-dire le thème un peu, voilà, scientifique, une île, voilà, avec on va dire, plein d'objets, de la science, etc. Même les tenues des Mugiwara, c'est pas le truc qui justement, m'a le plus parlé. Et par contre, le contenu en lui-même était juste incroyable. Et c'est pour ça que, pourquoi je dis ça, c'est parce que quand je parle justement du prochain arc que je suis en train de faire, Elbaf, bah, il faut savoir que Elbaf, c'est, je trouve pour l'instant pareil, au même niveau qu'Egghead, dans le sens où vraiment, c'est un pétage de crâne en continu, mais en plus dans un thème que j'aime énormément, qui valait, on va dire, qui rôde autour des Vikings, des mythologies nordiques, etc., avec des tenues incroyables. Et forcément, bah, c'est un arc, j'en attends énormément en fait. En tout cas, je suis ici devant vous pour vous dire que bah, je vais être à jour de One Piece d'ici quelques jours ou même quelques heures. Et si je dois vraiment vous parler à cœur ouvert maintenant, je vous dirais que en fait tout ce que j'ai vécu depuis plus de 2 ans sur Twitch avec One Piece, avec vous, c'est quelque chose. Vous savez euh, quand on dit par exemple qu'on veut pas qu'un instant prenne fin en fait, qu'on se sente bien en fait, ben, je ressens exactement ça. C'est-à-dire que je me sens totalement épanoui, je me sens vraiment bien. J'aurais presque aimé que, voilà, d'être dans cette situation pour encore des années et des années. Alors bien sûr, ça changera pas, c'est-à-dire que je vais continuer à faire 2 ou 3 stream One Piece par semaine, j'aurai toujours le chapitre que je vais découvrir. Mais c'est vrai que ça me fait quelque chose, ça me fait une émotion parce que j'ai l'impression que en fait, c'est comme si j'arrivais au bout d'un chemin, on va dire, et que bah, devant moi, il y a effectivement un nouveau chemin. Je sais pas du tout où je m'embarque, mais voilà. En fait, les gars, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que je me suis jamais aussi bien senti dans ma vie, dans ma peau, que depuis que vraiment je suis à fond dans le stream, dans Twitch. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est en faisant ça que j'arrive à me sentir le plus moi-même. Parce qu'il faut savoir en fait que je suis quelqu'un dans ma vie qui... j'ai été beaucoup exploité dans beaucoup de boulots. J'ai fait beaucoup de boulots différents, beaucoup de boulots de merde. On a beaucoup trop profité de ma gentillesse. On a beaucoup trop profité de moi d'un point de vue professionnel. Et en fait, il y a un truc que je m'étais juré il y a un petit moment, c'est de me dire, je veux pas être riche. Je veux pas être le plus connu du monde. Je veux pas... En fait, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, le truc qui m'intéresse le plus, qui vraiment fait que voilà, je me lève le matin, c'est de me dire, ok, je me sens libre. Je me sens libre d'être ce que je suis, de faire ce que je veux. Et en fait, pour moi, ça n'a pas de prix, les gars. Ça, pour moi, si j'ai un truc à retenir de ces 2 années de stream sur One Piece, c'est qu'en fait, ça n'a pas de prix. Et je pense que si je me suis autant épanoui là sur One Piece, et si je vais autant continuer à m'épanouir sur One Piece pendant des années avec vous, c'est justement, je pense, parce que One Piece m'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est que, en fait, Luffy incarne la liberté dans One Piece. Luffy incarne l'homme le plus libre du monde, enfin, il aspire à être l'homme le plus libre du monde comme Roger. Et c'est là où je me suis retrouvé avec quelque chose où je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, qu'il me faut. C'est cette liberté, c'est ce truc voilà, de me sentir moi-même, de pas me sentir lié par quelqu'un, par quelque chose, etc. Et c'est pour ça que je voulais vous dire vraiment un profond merci à chacun d'entre vous qui a pu passer sur le live, qui a pu se sub, offrir des subs, qui a pu commenter dans le chat, qui a pu rigoler, qui a pu faire partie de la taverne, qui a pu spammer des emotes flop 404, qui est resté pendant des heures devant la même page avec moi en train de théoriser. En fait, les gars, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous avez changé ma vie. J'ai pas non plus assez de mots pour remercier vraiment tous les modérateurs de la chaîne, tout le staff des DJ Moto qui se sont saignés aux 80 pour rendre les lives incroyables. Vraiment toutes les personnes qui ont pu m'aider dans tous ces lives One Piece.
Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissant, à quel point je vous remercie. Je sais que j'ai une chance de fou de pouvoir faire ça, et comme j'ai dit, je pourrais jamais vous en remercier assez. Et si je peux parler au Hunter 404 du futur qui va être en train d'écouter cette vidéo avec vous, franchement, mon frérot, t'as une chance de fou, t'as vécu un truc de malade, et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que, crois-moi, ta commu, elle sera là pour toi. Elle sera là dans les meilleurs moments, dans les pires moments. Elle l'a montré de toute façon à chaque fois. La caverne 404. La taverne 404, c'est pas du bluff. Et tout ça, ça va continuer. Et vraiment, je peux vous dire un truc, les gars, c'est que vous vous rendez pas compte à quel point la personne qui est avec vous en ce moment, vous avez changé sa vie. Vous avez fait vraiment un truc de fou pour lui et il se sent bien aujourd'hui grâce à vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a encore énormément, pour ne pas dire de façon infinie, des streams One Piece qui vont débarquer, une découverte Naruto en manga avec Digimodo qui va bientôt arriver d'ici quelques jours, de très très beaux jours qui s'annoncent sur le stream, beaucoup de contenu incroyable, et tout ça, voilà, tout ça, je vais le partager avec vous, je l'espère, et vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Et comme j'ai dit, je pense que j'arriverai jamais à vous montrer, à vous dire à quel point je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis toujours. C'était Hunter 404, merci à tous les frérots, et on se voit à très bientôt en stream.